30 janvier 1933, Hitler est élu chancelier du Reich. Alors qu'il fait le vide autour de lui, purgeant toute forme d'opposition, Staline, qui dirige l'Union soviétique depuis 4 ans, tente désespérément de faire la paix avec lui. Après de nombreux refus, Hitler accepte en 1939 de signer le pacte de non-agression que lui propose son alter ego soviétique. Le dépeçage de la Pologne entérine la nuit de noces des deux dictateurs qui se partagent le pays. Malgré des gages d'amitié de part et d'autre, la confiance est relative. Depuis la publication de Mein Kampf en 1925, Hitler a l'ambition de détruire l'URSS. Staline ne prend réellement conscience de la menace qu'en 1940, quand l'Allemagne envahit la France. Pourtant, Staline s'aveugle et s'entête, refusant de croire à la trahison d'Hitler. Le plan Barbarossa, l'invasion de l'URSS, déclenchée par Hitler dans la nuit du 22 juin 1941, le prend de court. L'affrontement est désormais inévitable. En réalité, l'attaque allemande est loin d'être une surprise. Le 29 décembre 1940, le renseignement soviétique a fourni à Staline le contenu de la directive numéro 21, signée de la main d'Hitler. Des mouvements de troupes avaient été observés aux frontières du Reich. Staline n'y a pas cru. Au lieu de mobiliser son armée, il a réclamé une confirmation auprès de l'un de ses espions, infiltré dans l'entourage d'Hitler. Ce dernier, qui a démenti tout projet d'invasion, était en fait un agent double, demeuré fidèle au Reich. Au même moment, Churchill l'avertissait d'une attaque imminente. Là encore, Staline a fait la sourde oreille, pensant que le Premier ministre britannique cherchait à entraîner l'URSS avec lui dans la guerre. Le maréchal Zhukov avait pourtant confirmé les avertissements de Churchill. 4 jours avant l'invasion, il a dit à Staline « Hitler va nous attaquer. Nos troupes doivent être placées en état d'alerte maximale. » L'accusant de vouloir la guerre dans le seul but de récolter des médailles, Staline a explosé. « Tu veux nous faire peur ? Tu devrais comprendre que l'Allemagne n'attaquera jamais à elle seule la Russie. Si vous vous avisez de provoquer les Allemands en déplaçant des troupes sans ma permission, les têtes tomberont. » Même Molotov, qui a rencontré Hitler à Berlin le 12 novembre 1940, l'avait mis en garde. Hitler est suffisant et vaniteux. C'est un obsédé, un nationaliste à tout crin, aveuglé par ses idées. On ne doit pas lui faire confiance. Svetlana, la fille de Staline, le confirmera plus tard. Mon père n'avait ni deviné, ni prévu que le pacte de 1939, qu'il considérait comme sa plus grande ruse, serait rompu par un adversaire encore plus rusé que lui. Au premier jour de l'invasion allemande, ce 22 juin 1941,
L'atmosphère autour de la table du Kremlin est crépusculaire. On s'est fait chier dessus, s'écrie Staline. L'URSS vit-elle ses dernières heures? L'armée rouge, décimée par la Grande Terreur des années 1937-1938, sous-équipée, mal entraînée, est incapable de fixer l'offensive allemande. Elle ne sera opérationnelle que dans 2 ans au moins, affirme Zhukov. Staline se tourne vers Beria, qui a pris la tête du NKVD, la police politique. Tu vas prendre contact avec les services allemands. On n'a pas le choix. Vu la situation, tu dois tâter le terrain pour négocier la paix avec l'Allemagne. Pendant ce temps, les troupes de la Wehrmacht, qui ont ouvert plusieurs fronts, déferlent sur l'Union soviétique. Au nord, les Allemands sont à moins de 300 km de Leningrad. Au centre, ils sont aux portes de Minsk. Au sud, ils ont pris Lvov. Dans un chaos sans précédent, l'armée rouge bat en retraite. Durant la première semaine de l'offensive allemande, un soldat soviétique meurt toutes les 2 secondes. 100 000 sont faits prisonniers. Pour l'état-major allemand, c'est une divine surprise. Nul ne s'attendait à si peu de résistance. Dans 1 mois à peine, plastronnent les officiers allemands, nous serons à Moscou. Hitler jubile. Son grand projet de colonisation à l'Est est en passe d'être réalisé. Il n'a trahi personne. Tout était annoncé dans Mein Kampf. Les démarches de Beria pour négocier la paix resteront lettre morte. Hitler ne veut pas d'une Russie aux ordres. Il veut la réduire en cendres. Alors que ses troupes filent vers Moscou, il s'agit de liquider, à l'arrière, les ennemis potentiels du Reich, à savoir les commissaires politiques et les Juifs. Comme le résume le général Jodl, le chef des opérations de la Wehrmacht, la campagne militaire est plus qu'un conflit armé. C'est l'affrontement de 2 idéologies antagonistes. L'intelligentsia judéo-bolchevique sera éliminée. La propagande en profite pour s'en prendre aux Juifs, piégés par l'invasion allemande. Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Allein dem schnellen Zupacken des Führers und seiner tapferen Soldaten ist es zu verdanken, dass Deutschland vor dieser tödlichen Gefahr bewahrt geblieben ist. Die Gesichter dieser Untermenschen sind von Raubgier und Mordlust gezeichnet. In der Tat würdige Verbündete Churchills und seiner Plutokratenklicke. En Ukraine et dans les pays baltes, la population accueille les troupes allemandes en libérateurs. Les déportations au goulag, les exécutions du NKVD y ont laissé de très mauvais souvenirs. Les soviétiques, assimilés aux juifs dans une même haine, ont chauffé à blanc leur soif de revanche. Aussitôt après l'entrée de la Wehrmacht,
des pogroms sont perpétrés contre les Juifs à Vilnius, Kaunas, Riga, Kiev ou Lvov. Les Einsatzgruppen, les groupes d'intervention, chargés d'éliminer les communistes et les hommes juifs en âge de combattre, procèdent aux premières exécutions de masse. Le 3 juillet 1941, pour la première fois depuis l'invasion allemande, Staline s'adresse aux Soviétiques dans un discours radiodiffusé. En galvanisant les foules, Staline retrouve une combativité de fer. Les Soviétiques se rangent comme un seul homme derrière lui, prêts à tomber par millions au champ d'honneur pour sauver la mère patrie. Quelques jours plus tard, le 16 juillet 1941, Hitler réunit son gang à la chancellerie du Reich pour discuter des territoires conquis à l'Est. Par principe, déclare-t-il, il nous faut maintenant découper cet énorme gâteau en fonction de nos besoins, afin de pouvoir d'abord le dominer, puis l'administrer, et enfin l'exploiter. Le moyen d'y parvenir est d'abattre toute personne qui ne ferait que nous regarder de travers. Hitler se croit invulnérable. Ce même mois de juillet, une nouvelle inattendue vient renforcer ce sentiment. Lieutenant d'artillerie dans une unité de chars, Yakov, le fils aîné de Staline, vient d'être capturé. Hitler appelle en personne l'agent du renseignement chargé de son interrogatoire. Il ne lui posera qu'une seule question. La femme de Staline était-elle juive? Yakov, stupéfait, répond que ce n'est pas le cas. Staline vit cette capture comme une trahison. Devant Vassili, son fils cadet, il s'indigne. L'imbécile. Il n'a même pas été capable de se tirer une balle dans la tête. Hitler fait savoir que Yakov pourrait être échangé contre un haut gradé de l'armée allemande. On n'échange pas un maréchal contre un lieutenant, rétorque Staline. Il laissera croupir son fils dans un camp de prisonniers. J'étais obligé de refuser, se justifie-t-il. Si je n'avais pas fait cela, j'aurais cessé d'être Staline. Yakov sera exécuté en 1943.
Au cours de l'été 1941, l'ordre du génocide des Juifs est répercuté aux troupes allemandes sur le terrain. Après les hommes en âge de combattre, il s'agit maintenant d'éliminer les femmes et les enfants. Pour Hitler, la guerre menée à l'Est est l'occasion d'accomplir son grand projet pour l'humanité. La solution finale, l'extermination de la race juive. Himmler se rend sur place pour encourager les commandos chargés des exécutions. Entre le mois de septembre et le mois d'octobre, Hitler parle ouvertement du génocide en cours. Les lois de l'existence prescrivent la destruction perpétuelle afin que les meilleurs puissent vivre, déclare-t-il. Quand l'armée se plaint que les déportations de Juifs interfèrent avec le trafic ferroviaire militaire, Hitler répond « La question juive a la priorité sur tout autre sujet. » À la tanière du Loup, sa résidence de guerre en Prusse orientale, Hitler ajoute « Quand nous en aurons fini avec cette peste, nous aurons accompli pour l'humanité une action dont nos hommes, là-bas, sur le champ de bataille, n'imaginent même pas la portée. » Les massacres s'enchaînent à un rythme effréné. Des bilans journaliers des exécutions sont transmis chaque soir à Berlin. Hitler les parcourt avec satisfaction. En décembre 1941, Walter Starlecker, le chef de Einsatzgruppe A, déclare les pays baltes judenfrei, libres de juifs. En quelques mois, ce sont près d'1 million de personnes qui ont été assassinées par fusillade. Pour Staline, le génocide des Juifs est une chance à saisir. Celle de redorer le blason de la lutte antifasciste, écorné par le pacte germano-soviétique. Партия гитлеровцев есть партия империалистов. Притом наиболее хищнических и разбойнических империалистов среди всех империалистов мира. Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов. En avril 1942, Staline crée le CAJ, le comité antifasciste juif. Beria, le chef du NKVD, est chargé d'en assurer le contrôle. Il désigne une figure de la communauté juive pour le présider, Solomon Mirroels, un communiste convaincu, qui dirige le théâtre yiddish de Moscou. Le CAJ rassemble les juifs les plus célèbres du RSS. Du réalisateur Sergei Eisenstein à l'écrivain Vassili Grossman. Le poète Peretz Markish monte au créneau pour s'adresser en yiddish aux juifs du monde entier. In jedem Fall, was in der Senche Berufen der Geschichte sein, ist es Soldaten in der ewigen Krieg mit dem Faschismus. Soldaten in einem weiten Ziel. Tut alles, was es nur möglich, auf an blutigen dem Zäune von der Menschheit und von dem jüdischen Volk. L'objectif de Staline est plus prosaïque. En s'adressant principalement aux Juifs d'Amérique, le CAJ doit lui permettre de trouver des fonds pour continuer la guerre.
Miroel s'est envoyé haranguer les communautés juives aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Il récolte près de 45 millions de dollars de dons, du matériel, des vêtements, des ambulances. C'est loin d'être suffisant, mais c'est déjà ça. Pour Staline, la principale vertu du Cage est de faire oublier ses relations coupables avec Hitler et de revenir en grâce auprès de ses futurs alliés. Le 7 novembre 1941, alors que les Allemands sont aux portes de Moscou, Staline s'adresse aux renforts en partance au front. Партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. L'armée rouge n'a pas droit à l'erreur. Si la capitale soviétique tombe aux mains de l'ennemi, l'URSS s'effondrera, et Staline avec elle. Pour le général allemand von Bock, qui commande le groupe d'armées Centre, la victoire n'est qu'une question de jours. Hitler exulte. Après 3 mois de préparation, nous avons enfin la possibilité d'écraser notre ennemi. Aujourd'hui commence la dernière bataille de l'année. Enfermé au Kremlin, Staline est sur le point de fuir sa capitale assiégée. Il hésite néanmoins. Si l'armée rouge parvenait à repousser les assauts de la Wehrmacht, il passerait pour un lâche auprès des soviétiques. Or, les soviétiques sont la seule véritable force sur laquelle il peut encore compter. La réponse à ce dilemme, Staline la cherche fiévreusement dans les biographies d'Ivan le Terrible, qu'il passe ses journées à lire et à relire dans son cabinet de travail. Quand il écrit sur la couverture d'une pièce d'Alexeï Tolstoï, « Nous tiendrons le coup », sa décision est prise. Staline n'abandonnera pas son navire amiral. Quoi qu'il en coûte, son destin ne sera pas différent de celui des moscovites. La contre-offensive du maréchal Zhukov, au début du mois de décembre 1941, donne raison à Staline. Les Allemands ne prendront pas Moscou. Ils sont repoussés in extremis des faubourgs de la capitale, avant de s'enliser dans le glacial hiver russe, comme naguère la grande armée de Napoléon. Un répit salutaire, mais provisoire. Le printemps succédera bientôt au vigoureux mois de l'hiver. Et Staline manque toujours de fonds pour financer le conflit. Il cherche du soutien. Le président américain Franklin Roosevelt, à qui Hitler vient de déclarer la guerre, vole à son secours. I've asked this Congress for authority and for funds sufficient to manufacture additional munitions and war supplies of many kinds to be turned over to those nations which are now in actual war with aggressor nations. Les accords du pré-bail, par lesquels les États-Unis s'engagent à aider matériellement et financièrement ses alliés,
permettent à Staline de récolter 11 milliards de dollars. Une volte-face, dont seule l'histoire a le secret. Staline voulait s'appuyer sur Hitler pour mettre à bas la démocratie et le capitalisme. Ce sont la démocratie et le capitalisme qui devront lui permettre d'abattre Hitler. Malgré l'alliance qui s'est nouée entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, Hitler croit encore la victoire pour bientôt. Il pense que ces difficultés sont dues au retard pris dans le déclenchement du plan Barbarossa. Il s'en explique à Mannerheim, le maréchal de Finlande, au mois de juin 1942. Leur conversation est enregistrée par un ingénieur finlandais. Un témoignage exceptionnel. Hitler refusant habituellement qu'on enregistre sa voix en dehors des discours officiels. Das bleibt die Wahrheit. Ich hatte ja eine Unterredung damals mit Molotow. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, zielten ganz klar darauf ab, letzten Endes Europa zu beherrschen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. En juillet 1942, un an après le début de l'invasion, l'occasion se présente enfin pour Hitler de porter à Staline le coup fatal. Les Allemands et leurs alliés roumains sont entrés dans Stalingrad. La ville symbole du stalinisme est un enjeu stratégique. Hitler veut couper les voies d'approvisionnement de l'armée de Staline. Si nous pouvons interrompre à cet endroit le trafic sur la Volga, se réjouit-il, nous causerons aux Russes les pires difficultés. Fin septembre, la 6e armée allemande a conquis 90% de la ville. Seul son quartier industriel résiste encore. Alors qu'Hitler s'apprêtait à crier victoire, les combats s'enlisent dans ce que les soldats allemands appellent la guerre des rats. On se bat pour une rue, un pâté de maison, une cour d'immeuble. Staline n'est pas prêt à lâcher prise. Il sait l'importance de la bataille sur le moral de ses hommes. Ses généraux qui lui conseillent un repli en prennent pour leur grade. Ne comprennent-ils pas que si nous abandonnons Stalingrad, nous allons perdre notre principale voie fluviale et bientôt aussi notre carburant? Hors de lui, Staline s'emporte contre Zhukov, terrorise ses généraux, ordonne de faire fusiller tout soldat qui ferait un pas en arrière, avant de s'arroger la direction des manœuvres militaires. Hitler est tout aussi furieux. Pourquoi la victoire tarde-t-elle à ce point? Je me maudis d'avoir risqué une guerre avec de tels généraux, peste-t-il. Le général Halder se fait débarquer. Comme Staline, Hitler prend le commandement des opérations. Maintenant, les deux dictateurs sont face à face. Au mois de novembre 1942, l'arrivée précoce de l'hiver change la donne. À Stalingrad, les soviétiques reprennent l'avantage. L'armée allemande s'enlise et se démoralise. Ribbentrop,
le ministre des Affaires étrangères du Reich, conseille à Hitler de négocier la paix en échange de concessions territoriales. On ne négocie pas avec l'ennemi quand on est en situation de faiblesse, rétorque Hitler. À bout de force, le Führer se retire quelques jours dans son havre des montagnes bavaroises. Mais la guerre contre Staline l'obsède. Le Berghof et sa quiétude ne parviennent pas à dissiper ses angoisses. Il s'entête encore. D'un moment à l'autre, les Russes vont tout simplement s'arrêter, épuisés. Pendant ce temps, nous engagerons quelques divisions fraîches qui rétabliront la situation. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques lancent une contre-attaque décisive. Le maréchal Zhukov est à la manœuvre. Prise en étau par l'armée rouge, Stalingrad se transforme bel et bien en piège à rats pour les soldats de la Wehrmacht. La 6e armée du maréchal Paulus, coupée de ses lignes de ravitaillement, meurt littéralement de faim et de froid. Sans en référer à Hitler, Paulus et les 90 000 soldats sous ses ordres se rendent aux troupes soviétiques le 2 février 1943. Hitler enrage. Quand on pense qu'une femme a assez de fierté après quelques mots d'insulte pour s'en aller, s'enfermer et se tuer aussitôt, je n'ai aucun respect pour un soldat qui a peur d'en faire autant et préfère la captivité. Stalingrad marque le couronnement militaire de celui qu'on appelle désormais le père des peuples. Lui seul avait compris la valeur psychologique de la bataille. Staline se décerne le titre de maréchal de l'Union soviétique. Les Russes ont repris foi dans la victoire finale. Quand survient un événement qui risque de faire éclater l'alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. En février 1943, les Allemands découvrent des fosses communes dans la forêt de Katyn, à l'est de la Pologne. 22 000 officiers et soldats polonais ont été exécutés d'une balle dans la nuque après la signature du pacte germano-soviétique et le partage du pays. Le massacre fait la une des journaux du monde entier. Hitler et Staline s'accusent mutuellement de l'avoir perpétré. Ils envoient chacun des commissions d'enquête qui, sans surprise, concluent à la responsabilité de l'adversaire. Une commission internationale de la Croix-Rouge se rend elle aussi sur place. Vu l'état de décomposition des cadavres, elle conclut rapidement que les Polonais ont été tués avant l'invasion allemande de cette partie de la Pologne, et donc par les Soviétiques. Roosevelt et Churchill sont embarrassés. Instrumentalisée par l'ennemi, l'information pourrait briser le camp allié. Le rapport ultra-secret, rédigé par des médecins légistes suédois, est soigneusement mis sous le boisseau. Pour Hitler,
la révélation du massacre de Katyn, dont il espérait un bénéfice politique, est un cuisant échec. Et un avertissement. S'il n'est pas responsable du charnier découvert à Katyn, il est coupable de tant d'autres sur le territoire de l'URSS. Leur découverte pourrait entraîner des représailles contre les prisonniers de guerre détenus par les Alliés. La plupart des Allemands ayant un membre de leur famille en captivité, le mécontentement de la population ne manquerait pas de s'exprimer. Des commandos de la SS sont constitués pour retrouver les fosses. Des Juifs sont chargés de déterrer les cadavres et de les brûler avant d'être eux-mêmes exécutés. Une tâche gigantesque qui ne sera jamais achevée. Les fosses sont trop nombreuses. Les cadavres se comptent par centaines de milliers. Paradoxalement, alors qu'il a lui-même commandité le massacre, Katyn est une victoire diplomatique pour Staline. Autre motif de satisfaction. L'armée rouge est désormais plus puissante que la Wehrmacht. Si Hitler veut reprendre le dessus à l'Est, c'est la dernière chance. Nous traversons actuellement une mauvaise passe sur le plan militaire. L'angoisse me tord le ventre, confie-t-il à ses proches. Les généraux Manstein et Model, ses plus fins stratèges, sont chargés de renouer avec la victoire. Après plusieurs reports, au mois de juillet 1943, la Wehrmacht attaque à 500 km au sud de Moscou, dans la région de Koursk. Le déploiement des forces allemandes n'est pas passé inaperçu. Grâce à son puissant service de renseignement, Staline n'ignore rien des plans de son ennemi. Appuyé par des contre-attaques de l'aviation, il engage la moitié de ses chars dans la bataille. Les 5 premiers jours, la bataille de Koursk se joue autant dans le ciel que sur terre. 800 000 soldats de la Wehrmacht font face à près de 2 millions de soviétiques. Au bout d'une semaine, les combats tournent à l'avantage de l'armée rouge. Staline a repris l'avantage dans le duel qui l'oppose à Hitler. Le 25 juillet 1943, le journal Izvestia publie à la une un communiqué écrit de sa main qui proclame la victoire soviétique à Koursk. Gloire éternelle aux héros tombés sur le champ de bataille, dans la lutte pour la liberté et l'honneur de notre mère patrie. Hitler regarde d'un autre œil son ancien partenaire, ce paysan qu'il n'a eu de cesse de mépriser. Staline est l'un des plus grands hommes vivants, confie-t-il, puisqu'il a réussi à forger un État à partir de cette famille de lapins slaves. Nous avons rencontré un adversaire qui avait, comme nous, une conception de l'univers.
même si la sienne est erronée. Goebbels note dans son journal « Le Führer a un immense respect pour Staline, qu'il considère comme un véritable génie du peuple asiatique. Il voit en lui le seul adversaire à prendre au sérieux. » À l'hiver 44, Hitler apparaît de plus en plus diminué et dépressif. Il perd ses nerfs dès que lui parvient une nouvelle du front. Et il n'y en a plus que des mauvaises. Aux généraux du front de l'Est, réunis le 24 janvier 1944, il dit « Si la Providence nous refusait vraiment la victoire dans cette lutte pour la vie ou la mort, alors c'est à vous, mes officiers, de vous serrer autour de moi, l'arme au poing, et de vous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour l'honneur de l'Allemagne. » Le dictateur allemand ne tient plus debout que grâce aux piqûres de cocaïne que lui injecte chaque matin le docteur Morel, son médecin personnel. Son immersion dans les questions militaires s'accommode mal de ses insomnies et de son mode de vie. En complément de ses injections quotidiennes, Hitler prend jusqu'à 28 comprimés de drogue et de médicaments par jour. Abusant de la pervitine, une méthamphétamine puissamment addictive, fabriquée à grande échelle et distribuée aux soldats du front de l'Est. Göring confie son inquiétude à Goebbels. Dans son abri, le Führer travaille et rumine. Il ne trouve plus aucune détente. Mais il est décidé à conduire la guerre à sa manière, toute spartiate, et nous ne pouvons rien y changer. Peu de temps auparavant, on lui a diagnostiqué une sclérose coronarienne qui lui étreint la poitrine et le fait terriblement souffrir. Pour couronner le tout, il parvient difficilement à maîtriser les tremblements de sa main gauche, signe d'un début de Parkinson. Autant de symptômes qui provoquent chez lui une peur panique du déclin. Staline est tout autant obsédé par la mort et affaibli par le conflit. Depuis des années, il tente de dissimuler un bras atrophié, plus court que l'autre. Impossible cependant de cacher le boitillement qui l'a accompagné toute sa vie. Staline est de plus complexé par un psoriasis et une variole attrapée dans l'enfance, que ne parvient pas toujours à gommer la propagande. Comme Hitler, il est devenu dépendant de son médecin personnel, Alexandre Bogomolets, un chercheur ukrainien qui prétend avoir mis au point un élixir de jouvence censé prolonger la vie. Sauf que Bogomolets est loin d'obtenir les effets escomptés. Malgré les soins quotidiens qu'il lui prodigue, le sérum n'a aucun effet sur son patient. Si sa santé décline, le moral de Staline est au plus haut en ce début d'année 1944. Alors que la Wehrmacht ne cesse de reculer, pratiquant la politique de la terre brûlée sur ordre du Führer, les Soviétiques progressent vers une Allemagne pilonnée par les aviations alliées. L'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne sont repris par l'armée rouge qui découvre sur son passage les usines de mort construites en secret par les nazis. Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau,
Majdanek. La découverte des chambres à gaz fait entrer la criminalité nazie dans une autre dimension. « 6 millions de Juifs ont été assassinés pendant la campagne d'extermination menée par le Troisième Reich. Le 30 avril 1945, les Soviétiques sont aux portes de Berlin, prêts à livrer la bataille finale. Retranché dans le bunker, creusé dans les sous-sols de la chancellerie du Reich, Hitler, hystérique, menace de fusiller un à un ses généraux et tous ceux qui, comme Himmler, cherchent à signer un accord de paix avec les Anglo-Américains. Il s'en prend aussi au peuple allemand, censé défendre la capitale jusqu'au dernier homme. Un ramassis de traîtres et de défaitistes. Quand l'armée rouge investit les ruines de Berlin, Hitler comprend que la fin est arrivée. Après une dernière apparition, le 20 avril 1945, dans les jardins de la chancellerie du Reich, où on le voit féliciter ses derniers soldats, des adolescents fanatisés, Hitler fait ses adieux au dernier cercle de ses soutiens. Au contre-amiral Voss, il fait cet aveu. « J'ai compris quelle erreur fatale j'ai commise en attaquant Staline. Il faut être un génie de la politique et de la stratégie pour pouvoir organiser son peuple dans des conditions si défavorables, au milieu d'un combat sans précédent. Staline s'est révélé l'homme capable de faire ça. Si j'avais la chance de vivre encore et de diriger l'État, je prendrais exemple sur lui. » Le 1er mai 1945, le maréchal Zhukov appelle Staline à 4 heures du matin. Hitler s'est suicidé. Ce qui devait arriver à ce salaud est arrivé, répond Staline. Dommage que nous n'ayons pas pu le prendre vivant. Où est son cadavre? Zhukov. On l'ignore encore. Le chef d'état-major de l'armée de terre allemande dit que le cadavre a été brûlé. Dans les décombres de la chancellerie du Reich, l'armée rouge découvre avec stupeur les cadavres calcinés des époux Goebbels, à côté de 6 petits corps. Leurs enfants, empoisonnés par le couple avant qu'ils ne se suicident. On exhume aussi un cadavre dont la ressemblance avec Hitler est des plus troublantes. Après un rapide examen, les services de renseignement soviétiques concluent qu'il ne s'agit pas du Führer. Sa dépouille reste introuvable. Le 8 mai 1945, le Reich capitule. C'est la libération. Товарищи, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественники!
Le duel contre Hitler qui a suivi la nuit de noces du pacte germano-soviétique, Staline l'a remporté. Mais siéger à la table des vainqueurs ne lui suffit pas. Il réclame son trophée, le cadavre de son ancien allié. Même après sa mort, Hitler l'obsède encore. En 1946, un morceau de boîte crânienne et un bout de mâchoire sont mis au jour dans les jardins de la chancellerie du Reich. Ils sont transférés à Moscou dans le plus grand secret. En les comparant aux radiographies de son crâne, les légistes sont formels. Il s'agit bien des derniers restes d'Hitler. Staline est satisfait. Il se garde cependant de communiquer l'information. Au contraire, il fait diffuser toutes sortes de rumeurs. Hitler serait encore en vie. Il résiderait sous une fausse identité en Amérique latine ou ailleurs. Tout cela pour perpétuer la menace du fascisme, contre lequel il serait l'ultime recours. Huit ans après Hitler, Staline s'éteint le 5 mars 1953, à l'âge de 74 ans. Son héritage de terreur est dénoncé dans les jours qui suivent son enterrement. Le corps embaumé de Staline, qui reposait à côté de celui de Lénine, sera chassé du mausolée de la Place Rouge par son successeur. Staline a rejoint Hitler aux côtés des damnés. Que reste-t-il de l'alliance entre les deux tyrans, de l'affrontement qui a suivi? Une plaie béante dans l'histoire du XXe siècle. Un avertissement pour tout homme qui se rêverait l'égal d'un dieu. L'orgueil précède la ruine, la hauteur précède la chute.